d'être aussi nombreux à venir aujourd'hui pour cette présentation de notre rapport qu'on a mené à 4 associations. Donc, notre rapport, c'est l'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et la planète. On l'a publié le 17 septembre dernier. Et là, je vais prendre ouais, voilà, une vingtaine de minutes pour vous le présenter. Donc, Christophe m'a déjà présenté, mais voilà, Joséphine Dubois, moi je suis chargée de plaidoyer accéder à l'alimentation au Secours catholique, donc une des associations qui a publié ce rapport avec le réseau CIVAM, Solidarité Paysan et la Fédération française des diabétiques. Alors peut-être pour remonter aux origines de ce rapport et comment on en est arrivé à publier sur un tel sujet, en fait, on est parti de 4 constats auxquels on est confronté au quotidien en tant qu'association, à la fois qui lutte contre les causes de la pauvreté, donc le Secours catholique, euh, de manière générale, nous, ça nous arrivait, on a essentiellement des consommateurs qui viennent dans nos accueils pour des problèmes, entre autres, de précarité alimentaire, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a 8 millions de Français qui sont en insécurité alimentaire. Il y en a minimum 2 millions, c'est un petit peu difficile à estimer, mais il y en a 2 millions minimum selon l'INSEE qui sont obligés de recourir à l'aide alimentaire pour se nourrir. On a aussi la Fédération des diabétiques qui accompagne des patients diabétiques qui nous redisait qu'il y a eu 160% de diabétiques en 20 ans en plus, donc entre 2002 et 2022. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une explosion de ce problème-là. En plus du diabète, il y a évidemment aussi l'obésité qui prend vraiment un virage épidémique, que ce soit en France ou dans le monde. Ensuite, il y a aussi Solidarité Paysan qui nous disait que, en fait, dont la mission, c'est d'accompagner des agriculteurs en situation en difficulté, que ce soit économique ou sur d'autres sujets sur leur ferme. En France, on est à 18% des agriculteurs qui sont sous le seuil de pauvreté. Et on a aussi, bon ça je ne vous l'apprends pas, mais un gros problème à la fois de dérèglement climatique, de perte de biodiversité. Et un chiffre qui nous paraît parlant à ce stade, c'est qu'en 15 ans, on a perdu 30% d'oiseaux des champs. Donc nous, associations confrontées à ces difficultés au quotidien, en accompagnement des acteurs qui y font face, on s'est dit, en fait, c'est non. On ne peut pas se contenter de rester dans cette situation. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, même si c'est un problème assez complexe. Et donc, on a voulu comprendre un petit peu plus quelles étaient les raisons de ces différents constats. Et donc, on s'est dit qu'on allait travailler plutôt sur le coût de notre alimentation pour comprendre le vrai coût, en sachant que le coût de notre alimentation, c'est aussi bien le prix qu'on paye en caisse que le coût plus global qui prend en compte les constats, les chiffres que je vous ai présentés juste avant. Et on s'est dit, il faut vraiment sortir des politiques de courte vue et identifier des marges de manœuvre, y compris financières. Et ça tombe bien vu la situation politique et financière dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, notre rapport parle justement des dépenses publiques françaises. Donc, c'est plutôt un rapport qui est intéressant à lire particulièrement en ce moment. Donc, je vous ai présenté les 4 associations qui étaient en partenariat sur ce rapport. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé 2 choses. Le coût des impacts négatifs de notre système alimentaire, donc que ce soit des impacts sociaux, écologiques, des impacts sanitaires, et l'ensemble des soutiens publics aux acteurs du système alimentaire en France. Et les acteurs du système alimentaire, on prend l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qu'on part des agriculteurs, même s'il y a même de l'amont des agriculteurs, mais agriculteurs, industrie agroalimentaire, distributeurs, restaurateurs, consommateurs. Voilà, on voulait vraiment prendre l'ensemble. Et donc, pour commencer, le calcul des impacts du système alimentaire, en fait, on est reparti de la théorie du donut, donc nous qu'on a un peu reformulé en un plancher social et un plafond écologique. Là, c'est le donut. Est-ce que vous m'entendez encore, Christophe? Ok, parce que mon casque s'est éteint. Mais bon, je crois que ça va marcher là. Donc, ce que vous voyez sur la droite, c'est une sorte de donut avec un plancher social
qui est symbolisé par le petit cercle intérieur, et un plafond écologique symbolisé par un cercle extérieur. Et l'espace sûr et juste pour l'humanité, c'est celui qui est en bleu, qui se situe entre les deux. Il faudrait qu'on se situe entre les deux pour que, à la fois, les droits fondamentaux soient respectés pour toutes les personnes, et à la fois, qu'on ne se situe pas au-delà des limites planétaires, donc bien sous le plafond écologique. On a travaillé avec le BASIC, qui est le bureau d'études qui a vraiment, travaillé sur, la grosse base de l'étude, qui a fait toute l'analyse, financière et l'analyse du système alimentaire. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des indicateurs assez précis pour définir le plancher social et le plafond écologique. Ensuite, on a défini, sur chaque indicateur, combien de dépenses publiques il y avait pour compenser ou réparer, les choses qui n'allaient pas, à la fois quand on dépassait le plafond écologique ou quand on était en dessous du plancher social. Et on a complété cette, analyse des dépenses publiques, donc vraiment du budget de l'État, sur l'année 2021, par une approche qualitative, avec un recueil de la parole des personnes concernées. Donc on a eu, 2 groupes de travail, de personnes, en situation de précarité et ou, aussi professionnels de l'agriculture, qui ont travaillé pendant 1 an ensemble, sur le sujet, qui ont en même temps apporté, toute leur expertise, sur le sujet. C'est bien parce que ça a permis aussi de, vraiment d'échanger. Parfois, il y avait des préjugés un peu des 2 côtés, donc les 2 ont vraiment fait ce travail d'échanger pour mieux comprendre, la situation de l'autre. Donc ça a été très riche, voilà, de croiser ces 2 approches, à la fois l'analyse des dépenses publiques, mais aussi l'approche qualitative. Donc ce à quoi on est arrivé, avec cette méthodologie, c'est, au coût des impacts négatifs de notre système alimentaire. Donc on est arrivé au chiffre de 19 milliards d'euros. Ce chiffre, il se découpe en 3 parties, donc voilà, plutôt, 12,3 milliards d'euros, donc c'est quand même, les 2 tiers, de dépenses de réparation ou de compensation, qui concernent la santé, 3,4 milliards d'euros sur l'environnement, 3,4 milliards d'euros sur les impacts sociaux. Je vais redétailler un petit peu chacun de ces chiffres, et peut-être déjà pour vous dire que, ces chiffres, ils sont a priori largement sous-estimés. Déjà parce que, il y a des coûts qui sont non attribuables, qu'on n'a pas pu, voilà, quantifier, ou attribuer à certains impacts ou à certaines lignes du budget de l'État, comme la dégradation des sols, liée à l'agriculture, et donc ça ne rentre pas dans les 19 milliards. Parfois, il y avait aussi une absence de données, donc les maladies liées à l'exposition des pesticides qui sont dans l'alimentation et dans l'eau, par exemple, n'ont pas été, quantifiées. Et ensuite, il y a aussi des choses qu'on s'est refusé à quantifier ou à chiffrer parce que, pour nous, enfin, c'est pas forcément possible, et puis c'est des pertes inestimables. La perte de biodiversité, quand une espèce a disparu, on ne peut pas payer quelque chose pour la faire revivre, donc ça, c'est inestimable. La perte d'estime de soi, quand on travaille, énormément sur sa ferme et qu'on n'est pas capable, de tirer un revenu de son activité, ça, c'est inestimable. La dégradation de la santé mentale des personnes qui doivent recourir à l'aide alimentaire, qui ne peuvent pas se nourrir de manière autonome, ça, c'est inestimable. Donc voilà, nous, on pense que 19 milliards, c'est vraiment, la face, émergée de l'iceberg, et qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc voilà, je vous disais, ça se découpe en 3 parties, donc 12,3 milliards d'euros sur la santé. Concrètement, sur ces 12,3 milliards d'euros, il y a 11,7 milliards d'euros pour les maladies des consommateurs, donc essentiellement diabète, obésité, certains cancers, la maladie d'Alzheimer, et donc ça, c'est les dépenses de santé qui viennent, financer la santé, enfin les soins, pour ces maladies, en sachant qu'on n'a pas pris l'ensemble des dépenses de santé qui viennent, soutenir, voilà, les soins pour ces personnes. On a fait au prorata de ce que l'alimentation représente dans les causes de ces maladies, parce que l'alimentation n'est pas la seule cause. On a aussi 675 millions d'euros pour les maladies professionnelles. Là, on a essentiellement pris les troubles musculo-squelettiques qui sont présents à la fois chez les agriculteurs, mais aussi chez les travailleurs, de l'industrie agroalimentaire, de la distribution et de la restauration, et aussi les maladies liées à l'exposition des pesticides chez les agriculteurs, donc qui sont vraiment reconnues là comme maladies professionnelles.
Voilà, donc je vous disais plus 160 de diabète, en 20 ans et en fait, en plus du fait que déjà aujourd'hui les 19 milliards d'euros soient surtout sûrement sous-estimés, nous ce qu'on redoute, c'est qu'il y ait vraiment une fuite en avant dans ces dépenses. Parce qu'en fait, on va de mieux en mieux faire le lien entre la santé et l'environnement. Donc si on calcule, mieux les liens entre certaines maladies et l'exposition aux pesticides dans l'eau, qui sont présents dans l'eau, on va augmenter, ces dépenses. Et il y a aussi le changement climatique, qui va avoir, de plus en plus d'impact. Donc nous, on pense vraiment que ces dépenses, elles vont sûrement augmenter, donc vraiment 19 milliards d'euros, c'est un minimum. Voilà, donc j'utilisais tout à l'heure, l'image de l'iceberg. C'est vraiment ça, enfin il y a toutes les dépenses qui sont sous le niveau de la mer et qu'on n'a pas pu quantifier ou qu'on s'est refusé à quantifier. Alors 19 milliards d'euros, c'est simplement les dépenses qui servent à réparer ou compenser les impacts négatifs du système alimentaire. Mais notre système alimentaire, il ne tient pas tout seul. Il est aussi irrigué, on va dire, ou soutenu par de l'argent public, voilà, sur d'autres aspects. Et donc ça, c'est en plus, et c'est 48,3 milliards d'euros de soutien public qui se découpe en fait en 3 parties, pour la provenance. On a un petit peu plus de 20, voilà 21,4 de fonds qui proviennent de l'Union européenne, avec 20 de la PAC. 19,6 qui provient, des collectivités territoriales, avec essentiellement un financement de la restauration collective. Et c'est un chiffre qui peut paraître important, mais en fait, dans la restauration collective, il y a aussi bien l'achat de denrées que le fait de payer les personnes qui travaillent dans la restauration collective, les bâtiments, etc. Donc c'est ce qui fait, on n'a pas réussi à aller plus finement dans le découpage de ce chiffre. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que souvent on se dit, le soutien de l'agriculture en France, ou du système alimentaire, c'est essentiellement la politique agricole commune de l'Union européenne et voilà, c'est compliqué de renégocier des choses parce qu'il faut se mettre d'accord à 27 et cetera. Et en fait, ce qu'on a vraiment observé avec, cette étude, c'est qu'on a quand même 59 des, soutiens au système alimentaire qui, émanent en fait de l'État français. Donc, à l'heure où on discute de comment on va dépenser, l'argent, de l'État français pour l'année 2025 avec le projet de loi de finances, ça nous semblait vraiment important de mettre en exergue ce chiffre, en sachant que en plus sur ces 59 il y a près de la moitié, qui sont, des exonérations de cotisations sociales et des exonérations fiscales. Sur, l'achat, voilà plutôt de capital, agricole ou simplement de transformation. Exonération de cotisations sociales avec certains dispositifs d'allègement, de cotisations, sur notamment sur des bas salaires. Ensuite, on a voilà les dépenses budgétaires de l'État. Là, ça peut être, le salaire, des enseignants de l'enseignement agricole, les dépenses, du ministère de l'Agriculture et cetera. Et puis on a une petite partie sur l'Agence de l'eau, mais ça nous semblait, voilà, important de voir aussi quel est le poids, financier des dépenses fiscales. Ensuite, ce qu'on a pu retracer dans ces 48 milliards d'euros, c'est qu'en fait, il y en a seulement 6 qui sont vraiment fléchés vers des modèles qui sont rémunérateurs pour les agriculteurs, et respectueux de l'environnement. Et nous, dans ces modèles, on a mis, par exemple, certaines filières, des filières label rouge, des filières commerce équitable, agriculture biologique, appellation d'origine protégée. Et en fait, souvent, on pourrait entendre l'argument de: «Oui, mais ces filières sont très, sont beaucoup aidées» et finalement, sur les 48 milliards, ça représente que 6. Ce qu'on a vu aussi sur ces 48 milliards, alors là, bon, le schéma est un petit peu impressionnant, mais concrètement, là, ce qui est important, c'est ce qui est dans le rond orange. C'est qu'on dit souvent que les agriculteurs sont beaucoup aidés en France et certes, il y a un certain nombre d'aides qui leur, sont, transférées directement. Mais en fait, il y a quand même 34 de toutes ces aides qui vont à ce qu'on appelle à l'aval, de la, par rapport aux agriculteurs, donc tout ce qui est transformation agroalimentaire, distribution alimentaire et restauration commerciale et encore là-dedans, on n'a pas compté, la restauration collective. Donc
en fait, des transferts de soutien public à destination d'autres acteurs de la chaîne, il y en a aussi pas mal. Euh, une dernière partie des résultats de cette étude, c'est que voilà, on remarque qu'on attend beaucoup du consommateur pour changer les choses. On dit aux citoyens qu'il devrait faire de meilleurs choix quand il est dans les rayons du magasin pour faire ses courses. Et en fait, nous, vraiment ce sur quoi on insiste, c'est que pour faire un choix citoyen, il faut agir tout au long de la chaîne. On ne peut pas compter que sur le consommateur, notamment pour deux raisons. On a aussi quantifié la somme qui était dépensée, alors là c'est de l'argent privé, mais en marketing et en publicité sur l'alimentation en 2023. Et en fait, on est à 5,5 milliards d'euros. À peu près la moitié de cette somme fait de la publicité, du marketing pour des aliments qui sont notés D et E au Nutri-Score, donc faible qualité nutritionnelle. Donc voilà, des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Et donc, on a cet énorme budget en fait qui nous vend des produits de faible qualité nutritionnelle. Quand en face, on a des campagnes de santé publique qui nous disent mangez, bougez, mangez 5 fruits et légumes par jour. Ces campagnes de santé publique, elles émanent du programme national nutrition santé. Et en fait, il a un budget communication qui est 1000 fois inférieur à ces 5,5 milliards d'euros. Et pour nous, c'est vraiment un point qui montre que tout remettre sur les épaules du consommateur alors qu'il fait face à des injonctions contradictoires et de manière beaucoup plus importante, plutôt des injonctions à manger des produits trop gras, trop salés, trop sucrés, là, il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Deuxièmement, ce qu'on sait, c'est que les produits de meilleure qualité sont souvent plus chers, pas toujours, mais c'est quand même souvent le cas. Et justement, là, c'est ce qu'on a vu avec les personnes qui ont travaillé dans nos groupes de travail, donc à Brest et à Manosque. Et en fait, nous l'ont dit, c'est Gérard, qui est membre du groupe de Brest, qui nous dit on sait ce que ça coûte d'avoir des produits qui viennent de loin, l'avion, la pollution et tout. On sait que c'est pas terrible pour la planète. Mais quand tu n'as pas l'argent pour faire autrement, tu es censé faire comment? Et c'est Alain qui est bénévole à Manosque qui nous dit quand on est au RSA, on n'a pas les moyens de choisir ce qu'on mange. Donc on voit qu'il y a aussi une limite en termes simplement d'accessibilité économique des produits de qualité. Enfin, ce qu'on a vu aussi avec cette étude, c'est qu'en fait, il y a eu une déconnexion entre la valeur du produit, donc ce qui coûte pour produire, ce qui rapporte à l'agriculteur, et le prix payé par le consommateur. Et il y a vraiment une déconnexion qui augmente au fur et à mesure. En 25 ans, donc entre 1975 et 2000, les prix agricoles donc payés aux producteurs ont été divisés par deux. Et en fait, cette baisse, elle a été faiblement répercutée sur les consommateurs. Le prix aux consommateurs, il n'a pas été divisé par deux, lui, mais beaucoup moins. Et je vais vous montrer le schéma juste après. Ce qu'on voit, c'est que entre les deux, la publicité, entre autres, prend de plus en plus de poids. La transformation aussi prend de plus en plus d'importance dans le prix de l'aliment. Et l'alimentation est devenue comme une sorte de minerai. Donc les agriculteurs sont sommés de fabriquer, de produire des tel modèle de céréales pour qu'ils puissent plus facilement être craqués en plusieurs sous-éléments, puis réassemblés dans l'industrie agroalimentaire. Et en fait, ça pousse plutôt à une course au volume de production chez les agriculteurs, parce que c'est en général des productions qui ne sont pas vendues très chères et donc qui amènent à de faibles rémunérations et à une dégradation de l'environnement, parce qu'on est sur des gros volumes. Voilà, je vous parlais de la courbe. En fait, ça, c'est donc trois courbes qui montrent l'évolution des prix payés à chaque maillon de la chaîne entre 1970 et 2000. Donc, la courbe en bleu, c'est les prix payés aux agriculteurs. La courbe en marron vert, c'est le prix payé par le consommateur.
Et en fait, on voit bien que l'écart entre ces deux courbes, marron et bleu, a augmenté avec le temps. Et la courbe en rouge, là, c'est les prix payés plutôt par la distribution à l'industrie agroalimentaire. Et voilà, l'écart entre ces deux courbes, elle représente en fait une sorte de captation de la valeur par les acteurs de la transformation et de la distribution. Donc peut-être pour terminer, on a beaucoup de recommandations dans cette étude, parce que comme on a observé les choses de façon globale, on sait qu'il n'y a pas, une solution, une baguette magique, qui résoudrait, tous les problèmes que j'ai cités en début d'étude. Donc on en a pas mal. Si vous voulez aller voir un peu dans les détails, je vous invite à regarder dans l'étude. Mais là, aujourd'hui, il nous semble qu'il y en a qui sont prioritaires, notamment au vu du contexte politique. Déjà, dans un premier temps, on voit qu'il y a c'est vraiment important de réguler la publicité sur l'alimentation. Ça a été fait côté Grande-Bretagne. Là, il y a des mesures qui rentrent en œuvre au mois d'octobre 2025. Et vraiment, c'est des mesures qui peuvent faire plutôt consensus dans la société. Quand on voit l'explosion du taux d'obésité et de diabète. Donc, on pense que c'est vraiment un pas important et qui pourrait convenir à une majorité de personnes en France. Ça nous semble aussi très important d'assurer des revenus décents pour vivre et manger, mais qu'on soit consommateur ou agriculteur, parce que sinon, en fait, on voit bien qu'on ne peut pas de toute façon avancer, et c'est juste insupportable de ne pas pouvoir vivre de son travail ou choisir son alimentation. Et il faut également massifier l'installation et la transmission en agroécologie, parce que là, ces dernières années, et ça va être beaucoup le cas aussi dans les prochaines années si on ne fait rien, il y a une diminution du nombre d'exploitations agricoles parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite et qu'on a plutôt des rachats par d'autres agriculteurs qui ne font que grossir et qui n'ont pas forcément des méthodes agroécologiques. Pour le nouveau gouvernement et le budget, vu qu'on est en plein dedans en ce moment, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait vraiment un pilotage qui soit orienté vers le droit à l'alimentation pour l'action publique. Et on pense qu'une loi cadre sur le droit à l'alimentation nous aiderait vraiment à ça. On se donnerait des objectifs et des échéances sur ces différentes facettes du droit à l'alimentation, que ce soit la production, la consommation, la transformation. Voilà, ça nous permettrait d'avoir une cohérence entre les différentes politiques publiques, parce que pour l'instant, c'est pas ce qui se passe. On demande aussi à évaluer les effets écologiques et sociaux des soutiens publics, et notamment des exonérations fiscales et sociales. Et à encadrer les marges de la grande distribution, et ça tombe bien puisque le Premier ministre en a parlé dans son discours de politique générale. Donc on imagine qu'il est ouvert sur le sujet. Et ce qu'on a vraiment observé aussi avec cette étude, c'est que, donc on sait, on est en crise démocratique et que les citoyens ont envie, s'intéressent à l'alimentation, ils ont envie de changer, même si ça ne se voit pas toujours dans leur choix individuel, que ce soit subi ou pas. En fait, ils ont envie de se préoccuper de ces questions d'alimentation. Donc nous, on demande vraiment d'avancer à la fois sur voilà, de labelliser des maisons de l'alimentation. Ça pourrait être des lieux où en fait, on pourrait faire ses courses, ça serait accessible. Mais il y aurait vraiment aussi une dimension éducation populaire qui permettrait aussi de faire des choix en connaissance de cause. Des caisses alimentaires locales, ça, ce serait plutôt des expérimentations qui sont déjà en cours, inspirées par la sécurité sociale de l'alimentation. Et ce qu'on demande aussi, c'est l'ouverture des instances agricoles à la société. Et là, on pense notamment aux chambres d'agriculture, où en fait, il y a énormément de choses qui se jouent sur des questions d'installation, d'allocation des terres, et qui aujourd'hui ne sont pas très ouvertes, sont plutôt opaques. Et en plus, il y a des élections en janvier 2025 dans ces chambres. Voilà, donc c'est un point important pour notamment les organisations agricoles. Alors ça, c'était plutôt des recommandations nationales. Et ensuite, il y a des choses qu'on peut déjà faire au niveau local pour voilà, travailler sur l'environnement alimentaire, à la fois sur la régulation de l'affichage publicitaire, l'implantation de certains commerces dans des quartiers où il n'y en a pas beaucoup, plutôt des commerces qui, voilà, qui vendent de l'alimentation accessible et de qualité, et mettre un frein sur d'autres.
Côté démocratie et accessibilité financière, voilà, donc travailler sur l'éducation populaire, soutenir des projets de caisse alimentaire locale, travailler sur des projets aux tarifications différenciées, que ce soit en épicerie sociale et solidaire ou en restauration collective, par exemple. Et vraiment pour massifier la transition écologique, c'est travailler sur des PAT, donc des projets alimentaires territoriaux qui aient vraiment des dimensions écologiques et solidaires fortes. Accompagner, voilà, l'émergence de filières territorialisées, donc pas que de la production, mais aussi de la transformation et donc à nouveau, voilà, l'ouverture des instances agricoles à la société civile. Et voilà, je crois qu'on est sur la fin de la présentation. Merci beaucoup Joséphine. Donc vous pouvez poser vos questions dans le questions-réponses. Ça a déjà commencé, donc je réponds à une, puis qui est la dernière slide, donc vous avez déjà une partie de la réponse sur où retrouver le rapport, donc en l'occurrence sur le site internet, et vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site internet des organisations qui l'ont produit, dont le Secours, dont le Secours catholique. Il y a plusieurs questions. Je vais faire un bloc. Une première, c'est dans les propositions. Si je dis pas de bêtises, c'est assez ancré national. Est-ce que la solution aujourd'hui viendra pas plutôt de l'Europe sur cette question de l'alimentation? Et en tout cas, être mise en œuvre au niveau européen, c'est Bernard qui pose cette question. J'en ai, moi, deux autres, trois en l'occurrence. Sur les 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, est-ce qu'on a la part d'enfants, est-ce qu'on a ces chiffres-là? Est-ce que c'est ou pas? Est-ce que c'est indiqué? Et est-ce qu'il y a une progression de ce chiffre dans le temps? Une évolution de ce chiffre dans le temps, si, je sais pas, remonter une dizaine d'années. Et il n'y a pas de proposition sur le soutien, donc je sais pas si, enfin, j'ai pas vu dans le rapport, mais dans ce que tu as présenté, pas de proposition de soutien aux organisations qui viennent en aide justement sur l'aide alimentaire, sur, je sais pas, des questions de fiscalité qui peuvent être là, en l'occurrence, en remise en question en ce moment, dans le soutien à certaines organisations sur certains secteurs. Est-ce que là, il y a eu une réflexion là-dessus dans le rapport? Et dernier point, parce qu'il n'y a pas de. Ah si, il y a plein d'autres questions. Je te laisse répondre d'abord à ça, vite fait. OK. Alors peut-être, ouais, pour commencer sur le rôle de l'Europe, bien sûr, il faut, travailler au niveau européen. La politique agricole commune, elle a 2 piliers. Le premier pilier qui représente les sommes les plus importantes, en fait, il est globalement, pas, fléché sur, certains types de production. C'est un exemple qui revient souvent, mais, les, on parle souvent des aides à l'hectare. En fait, les aides de la politique agricole commune, elles sont, proportionnelles, au nombre d'hectares ou au nombre de bêtes que vous avez dans votre cheptel et pas forcément ou peu en tout cas, conditionnées à certains modes de production et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut avancer. Il y a énormément d'organisations qui travaillent dessus. Mais nous, on a voulu en fait répondre un petit peu à ce qu'on nous disait régulièrement qui était, «Ah oui, mais vous comprenez tout ça, ça se joue au niveau européen, les autres pays sont pas d'accord». Bah, non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui se jouent au niveau européen, mais il y a des choses qui se jouent au niveau national sur lesquelles on a peut-être, plus de marge de manœuvre, en tout cas de manière plus immédiate, ouais. Ensuite, sur l'insécurité alimentaire, désolée, là, j'ai pas en tête les détails, par âge ou, mais, ça, on pourra les retrouver, sans problème. Je pourrais répondre par écrit, par la suite si vous voulez et évolution, en fait, c'est des études qui sont assez larges. Donc, pour la France, là, on a eu ce chiffre, qui a quand même déjà quelques années. Il date quand même d'avant covid. Donc, c'est pas impossible qu'il ait augmenté. En tout cas, nous, ce qu'on voit à notre échelle, on va dire d'associations de terrain, mais qu'en fait beaucoup de monde voit, c'est l'allongement, des files, de personnes, à l'aide alimentaire. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a plus de personnes qui recourent à l'aide alimentaire, ce qui est souvent sûrement pas sans lien avec une augmentation de l'insécurité alimentaire ou une intensification parce que l'insécurité alimentaire, elle a aussi différents stades.
Mais ça, il faudrait voilà, une étude pour répondre plus précisément. Et le soutien aux organisations d'accompagnement, de fiscalité, bah, c'est vrai que c'était pas le cœur de notre étude. Nous, on voulait vraiment qu'il y ait, évidemment, notre rôle en tant qu'association qui accompagne les personnes en difficulté, quelle que soit leur, euh, leur place, on va dire, dans le système alimentaire, il est important et il continuera. Mais on a vraiment voulu se focaliser sur comment on réglerait les problèmes à la racine. Euh, et donc, plutôt sur voilà, des mesures de politique publique pour travailler là-dessus. Après, oui, on a besoin de financement comme toute association. Voilà, mais on s'est pas attardé là-dessus. Bien, merci beaucoup. 3 questions sur, est-ce que, sur, l'insécurité alimentaire, il y a des spécificités en fonction des territoires, en France? Est-ce que le rapport, fait mention? Est-ce que tu as ça en tête? Une question sur, les AMAP qui sont considérés, qui peuvent être considérés en tout cas comme, une solution, mais vraiment, sur, pour le coup des petites échelles et est-ce que, justement il y a une possibilité de mise à l'échelle de déploiement de ce système-là, en le rendant accessoirement plus accessible, ou pas? Et enfin, un sujet qu'il y a eu, au sein du pacte du pouvoir de vivre, qui était la sécurité sociale et alimentaire, qui fait, débat entre organisations et qui fait qu'on ne le porte pas, côté pacte parce que, voilà. Et si tu peux nous dire un mot sur ça, parce qu'il parle de caisse alimentaire, du coup, est-ce que ça veut dire la même chose sous d'autres termes? Mais voilà, si tu peux nous dire effectivement un mot sur la sécurité sociale et alimentaire et les dissensus qu'il peut y avoir sur la question. Sur la question. Merci. Ouais, alors sur l'insécurité alimentaire, encore une fois, c'était pas une étude spécifiquement là-dessus, donc les spécificités par territoire, je pourrais pas vous en dire beaucoup. En tout cas, au niveau hexagone, je vous avoue que là, je j'ai pas les chiffres. Ce qu'on sait, c'est qu'en outre-mer, c'est plus important. Il y a un vrai sujet sur l'outre-mer parce que on a, enfin, il y a plusieurs raisons. Les revenus sont en moyenne moins élevés. L'alimentation, elle coûte, je crois que c'est 50% plus cher en moyenne que par rapport sur le continent. Et par ailleurs, on a des problèmes d'obésité et de diabète encore plus importants que sur le continent, notamment parce qu'il y a un certain nombre de produits dont les taux de sucre sont plus importants pour le même produit que sur l'Hexagone. Donc ça, c'est un vrai souci qui a déjà été pointé plusieurs fois. Mais voilà, il y a vraiment un sujet voilà, très important au niveau de l'outre-mer. Concernant les AMAP, donc peut-être pour les personnes qui connaissent pas, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, c'est plutôt un système de panier où en fait on s'engage à payer en avance voilà, une certaine production à un agriculteur, ce qui permet en fait pour lui d'avoir une certaine assurance, quel que soit le niveau de sa production. Et voilà, en général, c'est une production selon des méthodes agroécologiques. Est-ce que c'est la solution? Bah, nous, en tout cas, on pense que c'est une des solutions de la panoplie qui est vraiment intéressante. Après, c'est vrai qu'il y a souvent un sujet d'accessibilité. Et c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans les groupes de personnes avec lesquelles on a travaillé, qui nous disaient parfois, en fait, donc, c'était des agriculteurs notamment qui disaient, mais moi, je me rends compte que je n'ai pas un revenu suffisant pour aller acheter mes propres produits dans le magasin de producteurs ou à la MAP parce que en fait voilà et en même temps je peux pas baisser les prix de ce que je vends sinon je j'arriverai pas à me dégager un revenu pour vivre. Donc il peut y avoir un sujet d'accessibilité et d'ailleurs ça fait plusieurs années que entre autres le Secours catholique mais pas que, on travaille aussi avec le réseau Cocagne. On a un système où en fait on a des personnes accompagnées par le Secours catholique qui achètent des paniers d'une AMAP, mais qui n'ont pas la capacité financière d'acheter le panier à son prix complet. Et donc, le Secours catholique paye une partie. Ça permet, voilà, d'avoir quand même un lien des personnes avec le producteur, d'avoir accès à une alimentation de qualité. Ça peut faire aussi un débouché supplémentaire pour l'agriculteur.
et en même temps, on règle ce souci d'accessibilité. Mais ça, voilà, on voit que sur le terrain, c'est utile, c'est intéressant, ça permet de travailler sur plein de choses. Mais pour passer à l'échelle, voilà, on va pas pouvoir le faire seul avec nos petits bras d'association. Et c'est pour ça qu'une de nos recommandations dans le rapport, c'est vraiment de travailler sur les revenus des personnes. Sécurité sociale de l'alimentation. Alors effectivement, on en a beaucoup parlé. Je peux peut-être vous donner un peu le positionnement du Secours catholique dessus, mais qui est sûrement partagé par d'autres associations. Et en fait, nous, on pense que ce système de sécurité sociale, donc c'est peut-être pour résumer aussi rapidement pour les personnes qui connaissent pas forcément les détails, c'est un système où plusieurs personnes se mettent ensemble, elles cotisent à la hauteur de leurs moyens et elles reçoivent en fonction de leurs besoins une certaine somme pour acheter des produits dans un certain nombre de commerces qui ont été conventionnés par le groupe, donc collectivement. Et la sécurité sociale de l'alimentation, donc elle a vocation à être universelle et à concerner toutes les personnes en France. Nous, on pense que, en tout cas sur l'intention, c'est vraiment, ça adresse tous les critères, qui nous semblent importants, nous, aujourd'hui, pour l'accès digne à l'alimentation, à la fois des critères de qualité, des critères de dignité pour les personnes, avec tout le monde qui peut avoir accès, aux mêmes produits, des critères de démocratie, parce qu'il y a un conversionnement qui se fait de façon collective, de produits. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On d'ailleurs, le Secours catholique et même les CIVAM participent, déjà à un certain nombre d'expérimentations de ces projets. Après, sur le passage à l'échelle, on ne sait pas ce que ça peut donner. Voilà, pour nous, en fait, on en est encore au stade de l'expérimentation. C'est très intéressant, il faut continuer dans cette voie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une des mesures de notre rapport et oui, les caisses alimentaires locales, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment de financer des expérimentations, pour voir comment ça fonctionne, comment, aussi, travailler sur le modèle économique. Hem et puis, voir, voilà, quand on est sur, des petites échelles, mais aussi quand on passe sur des échelles un petit peu plus importantes, comment ça peut fonctionner. Donc c'est pour ça, on pense que vraiment faut continuer à creuser, dans cette voie. Après, je ne sais pas Christophe, toi peut-être tu es témoin d'autres des sujets de débat sur la question, mais, Il y a eu beaucoup de débats sur le nom, en fait, c'est-à-dire, utiliser le terme de sécurité sociale, pour quelque chose qui n'est pas, réellement, dans l'idée, ce qu'est la sécurité sociale ne nous paraissait pas, enfin ne paraissait pas à plusieurs organisations, le bon terme. Mais en fait, ça renvoyait quelque chose que ce n'était pas. Donc, il y avait ce point-là et puis après il y a eu des débats sur, le fléchage, des aides, sur certains endroits qui ressemblaient à une part de, paternalisme. Enfin bref, il y avait ces débats, mais c'était il y a 2-3 ans, donc j'imagine qu'ensuite les organisations ont pas mal. On n'a pas redébattu spécifiquement, et ce sera à faire en l'occurrence au sein du pacte du pouvoir de vivre, mais au moment de la refonte de nos propositions, c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles on n'a pas retenu cette idée. Voilà, et ce sera sûrement à rediscuter. 3 dernières questions, enfin 2 dernières questions parce qu'il est 9h27, j'avais pas fait gaffe. Une sur, peut-être la compétence alimentaire, c'est Christian qui pose cette question-là en mettant entre guillemets, c'est-à-dire en fait, mieux apprendre, à, se nourrir, sainement, à moindre coût et cetera. Est-ce que là tu et je crois effectivement que ça n'a pas été abordé sur la restauration collective, heu, donc au sens large, hein, ça peut concerner les entreprises, mais et les écoles et cetera, sur, ce point de restauration collective. Et du coup, je précise la question que j'avais mal compris sur les AMAP, l'idée étant, je vais le lire comme ça, voilà: «Comment toutes les mesures proposées pourraient avoir un effet systémique au point de faire changer le système alimentaire». Heu, En gros, voilà, il y a plein d'expérimentations à droite et à gauche, mais qui ne font pas système, en fait, qui sont des petites expérimentations,
Est-ce que c'est cette loi cadre, en fait, qui peut être cette solution-là pour faire système autour de ces expérimentations? Et ce sera la dernière. Ouais, OK. Alors je vais faire un peu rapidement. La «compétence alimentaire» entre guillemets, nous effectivement on est d'accord, en fait, tout le monde a besoin, d'apprendre, à se nourrir, peut-être, à apprendre des recettes, à avoir, des notions aussi, de nutrition pour, se nourrir, voilà, de façon à ce que ce soit meilleur pour, la santé, la planète, le social. Heu, Nous on l'a remis peut-être dans les maisons de l'alimentation, c'est peut-être ce que les CIVAM peuvent, aussi appeler, voilà, se faire des choix en connaissance de cause. Disons qu'on peut entendre parfois, quelque chose de un peu préjugé. Un préjugé qui existe beaucoup, c'est, «Oui, mais les gens se nourrissent mal, et surtout les pauvres, parce qu'ils font pas les bons choix» et nous, en fait, on rejette complètement, cette idée-là, parce qu'il y a une question en fait, quel que soit son milieu social, on peut faire, des mauvais choix. En plus, ça peut être subi quand on est, en difficulté, économique et financière. Donc vraiment, on se dit: «Oui, compétences alimentaires», tout le monde a besoin de monter en compétences alimentaires, que ce soit sur de la nutrition, mais aussi sur, voilà, là, ça rejoint l'éducation populaire, sur, voilà, la dimension, politique de notre alimentation. Restauration collective, j'ai pas compris exactement la question, mais nous, en tout cas, oui, il y a besoin enfin, la restauration collective, c'est un secteur qui représente, un montant non négligeable des dépenses publiques. Donc il y a un pouvoir d'orientation de notre, système alimentaire, important et c'est pour ça que nous, ça nous paraît vraiment un lieu, sur lequel il faut travailler à la fois sur la qualité de l'alimentation, qui est servie, mais aussi, c'est un lieu où justement on peut apprendre à découvrir d'autres choses, à faire, d'autres choix, alimentaires donc c'est important. La question de l'accessibilité est aussi importante donc on travaille pas mal sur des projets sur de l'accompagnement pour, du plaidoyer au niveau local pour qu'il y ait des tarifs différenciés au niveau de la restauration collective donc oui, c'est vraiment un lieu qui peut être très intéressant pour plein de choses. Et sur le faire système, heu, effectivement, on est nombreux à se poser cette question de, il y a des expérimentations, il y a des projets qui existent. Les AMAP, ça existe depuis, un peu plus de 20 ans maintenant, ça fonctionne à petite échelle, il y a énormément de projets, qui se montent et en même temps, on a l'impression on n'a pas encore réussi à opérer la bascule un peu systémique, de, au niveau de notre alimentation et c'est aussi pour ça qu'on a abordé les choses de cette manière dans notre étude. C'était pour montrer que, en fait, on aura beau avoir tous les projets, qu'on veut au niveau local, qui fonctionnent bien, si par ailleurs on a des grosses masses financières qui continuent de soutenir essentiellement des acteurs qui travaillent plutôt sur des modèles volumes, qui sont mauvais pour la société, la santé, la planète, en fait, on aura beau faire comme on veut, si on fait face à des vents contraires qui sont si importants, on va pas réussir, à passer à l'échelle. Donc c'est pour ça que là, la dimension politique, l'orientation, des budgets de l'État nous semble être vraiment un sujet sur lequel appuyer. Bien, merci, beaucoup. Je t'ai pas posé la question, on pourra envoyer le PowerPoint de présentation Oui, ou pas? Ouais? Du coup, ouais, ouais, voilà, pas de parce que la problème. question a été posée, je l'ai pas dit en introduction. Je fais mention, ça m'est demandé de le faire, donc je le fais rapidement pour dire que, il y a eu un groupe de travail dans le cadre du comité de coordination de lutte contre la précarité alimentaire qui préconisait la participation des plus pauvres à la gouvernance, des associations impliquées dans l'aide alimentaire, qui, peut-être pas reprise dans le rapport, mais qui est quelque chose qui est porté par certaines organisations, dont, ATD Quart Monde, membre du pacte. Du coup, Et le Secours catholique et aussi, le donc Secours ouais, catholique ouais aussi, et du les coup, CIVAM et ouais, d'ailleurs, vous pilotiez le groupe de travail qui avait, ouais. travaillé là-dessus, donc c'est, voilà, donc, mention, est faite. Merci, infiniment Joséphine, pour, ta présentation. Merci à tous pour votre, présence. Le prochain webinaire, ce sera le 10 novembre, non pas le 10, pardon, le 8 novembre, animé par ATD Quart-Monde, sur la maltraitance institutionnelle, un rapport aussi qui est,
déjà disponible sur leur site et qui vous sera présenté donc dans un peu moins d'un mois. Merci à toutes et tous et très bonne journée. Merci Joséphine. Merci.